Fin 1944 et début 1945, la machine de guerre allemande, autrefois invincible, était au bord de l'effondrement. La Wehrmacht subissait une défaite cuisante sur le front de l'Est, tandis que la situation à l'Ouest empirait. Cette période marqua le début du désespoir pour les derniers soldats de la Wehrmacht, alors que leurs forces, autrefois vantées, étaient renvoyées dans un Reich dévasté et sommé de mener une guerre d'usure sans précédent contre un ennemi surpuissant. L'initiative stratégique avait changé, et l'armée allemande, affaiblie et meurtrie, abandonna une offensive acharnée en Europe pour se battre pour sa survie sur son propre territoire. Le front de l'Est était le théâtre d'une férocité inimaginable et d'une retraite implacable. Le long d'une ligne de front massive, les forces allemandes se repliaient vers l'ouest, en direction de l'Oder, dernier bastion défensif avant Berlin. Cette ligne fluviale représentait la dernière tentative désespérée de l'Allemagne pour protéger sa capitale de l'avancée de l'armée rouge. Sur ce front de 320 km, les forces hitlériennes furent contraintes de livrer des batailles colossales et sanglantes pour tenter désespérément de tenir le front en voie de désintégration. Il ne s'agissait pas de bataille pour l'avantage stratégique, mais de positions désespérées, souvent suicidaires, où les unités combattaient jusqu'à épuisement des munitions ou jusqu'à la mort. Les combats étaient souvent caractérisés par de violents combats au corps à corps qui duraient des jours, avec des pertes terribles des deux côtés. Même la Waffen-SS d'élite, louée pour sa détermination fanatique, fut entraînée d'un moment critique à un autre, tandis que les armées allemandes peinaient à contenir l'écrasante supériorité numérique des Alliés. Sa réputation de ténacité ne put guère enrayer l'inéluctable vague de supériorité ennemie. La situation militaire désastreuse était aggravée par une pénurie catastrophique de ressources. Les approvisionnements en munitions et en carburant étaient critiques, et les réserves de certaines unités étaient quasi inexistantes. Ce cauchemar logistique signifiait que, bien que l'Allemagne puisse encore produire des armes de pointe, sa capacité à déployer et à entretenir ses ressources au combat était gravement compromise. Les pénuries de carburant étaient particulièrement paralysantes, devenant le problème le plus complexe pour les forces allemandes. Cette réalité fut illustrée de manière frappante lorsque les Allemands en retraite furent contraints d'abandonner des centaines de véhicules embourbés ou simplement sans carburant, inondant les champs de bataille de machines hors d'usage. Les divisions allemandes autrefois redoutables étaient souvent en sous-effectif, souvent jusqu'à 50%, et équipées d'un arsenal disparate, témoignant des mesures désespérées prises pour maintenir au moins une force combattante minimale. À ces faiblesses internes s'ajoutait l'écrasante supériorité numérique des forces alliées et soviétiques. Sur le front de l'Est, où était concentré l'essentiel des forces allemandes restantes, l'offensive soviétique se résumait à une progression fulgurante de colonnes interminables de chars, de canons automoteurs et d'autres véhicules à chenilles. Les principales opérations soviétiques furent implacables et brisèrent sans effort les défenses allemandes. Le haut commandement allemand, malgré les dénégations véhémentes d'Hitler, était pleinement conscient de la puissance de l'armée rouge et de la supériorité numérique des blindés et de la puissance aérienne soviétique. Cet énorme désavantage créa un climat généralisé de chute imminente dans toute l'Allemagne, en particulier à Berlin, déjà réduite en ruines par les bombardements. Face à cette réalité défaillante, les dirigeants allemands, et en particulier Adolf Hitler, restèrent englués dans une désillusion catastrophique. Son refus de reconnaître les conséquences de ses actes, fruit d'une volonté perverse d'autodestruction, condamna directement ses derniers soldats à une lutte désespérée et souvent vaine. Il continua de prôner une agression et une résistance fanatique, alors même que le Reich s'effondrait autour de lui, ce qui signifiait simplement envoyer des soldats à la mort. Si des actions d'arrière-garde déterminées furent menées pour couvrir le repli, coûtant aux soviétiques des centaines de chars, il ne s'agissait que de manœuvres dilatoires dans une guerre déjà perdue. L'incapacité des dirigeants allemands à s'adapter aux dures réalités du champ de bataille conduisit à des décisions catastrophiques, épuisant encore davantage d'effectifs et de ressources irréparables.
Les derniers soldats de la Wehrmacht se retrouvèrent ainsi pris dans un paradoxe tragique. Combattre avec une détermination inébranlable, fruit du désespoir et de l'endoctrinement, mais pour une cause de plus en plus, indéniablement et tristement, perdue. Division de Volksgrenadiers, trop peu nombreuse, trop tard. À l'automne 1944, Hitler ordonna la création d'un nouveau type de division d'infanterie allemande. Celle-ci fut conçue en réponse directe aux pertes humaines et matérielles catastrophiques subies par la Wehrmacht lors de l'offensive soviétique à l'Est et de l'avancée des Alliés en Normandie à l'Ouest. Ces nouvelles formations visaient à économiser du personnel tout en stimulant le moral grâce à leur nom évocateur qui combinait les mots « Volk » peuple et « grenadier » grenadier en référence à une unité d'infanterie d'élite traditionnelle de l'Allemagne impériale. Contrairement à la milice entièrement civile du Volkssturm, les divisions Volksgrenadiers demeuraient des formations militaires professionnelles, bien qu'adaptées aux réalités désespérées de l'Allemagne de la fin de la guerre. Leur formation impliquait une réorganisation importante de la structure traditionnelle des divisions d'infanterie allemandes. Les divisions d'infanterie plus anciennes étaient généralement composées de 9 bataillons d'infanterie de ligne, 3 par régiment. Cependant, les divisions de Volksgrenadiers furent réduites à seulement 6 bataillons d'infanterie de ligne, organisés en 3 régiments d'infanterie de 2 bataillons. Pour compenser cette réduction d'effectifs, les divisions devaient être dotées d'une plus grande proportion d'armes automatiques, telles que des mitraillettes, des mitrailleuses légères et surtout du nouveau fusil d'assaut Sturmgewehr 44, une rupture radicale avec les fusils à verrou standard. Elles reçurent également des dotations accrues en armes anti-chars d'infanterie, telles que le Panzerfaust à un coup et le lance-roquettes Panzerschreck, les optimisant ainsi pour une puissance de feu défensive à courte portée. L'organisation de l'artillerie fut également ajustée, avec des batteries de 6 canons plus importantes conçues pour retenir les artilleurs spécialisés, même si l'artillerie lourde pouvait être réduite. Les éléments de soutien comprenaient un régiment d'artillerie de 4 bataillons, un bataillon du génie de combat, un bataillon anti-char, un bataillon de transmission et souvent une compagnie de fusiliers montés sur des vélos pour la mobilité et la reconnaissance. La composition de ces divisions était très variée, ce qui entraînait des performances inégales. Elles étaient généralement constituées d'un petit groupe de soldats vétérans aguerris, de sous-officiers expérimentés et d'officiers survivants de divisions dissoutes lors de campagnes précédentes. Ce noyau de vétérans était complété par un large éventail de nouvelles recrues, composées d'hommes plus âgés et plus jeunes, ainsi que de personnel de la marine et de la Luftwaffe, désormais redondants dans leurs fonctions initiales. La qualité de ces divisions variait donc considérablement selon la taille et l'expérience de leurs cadres vétérans, ainsi que le temps disponible pour la formation et l'intégration avant d'être envoyés au combat. Certaines divisions de Volksgrenadiers, notamment celles disposant d'un noyau de vétérans plus important et d'une proportion plus élevée d'anciens membres de la Luftwaffe ou de la Kriegsmarine, obtinrent d'assez bons résultats. Par exemple, la 272e division de Volksgrenadiers, active de septembre 1944 à avril 1945, combattit efficacement dans la forêt de Hurtgen et parvint même à encercler un bataillon américain en un seul engagement, en partie grâce à ses commandants vétérans. La 212e division Volksgrenadiers, reconstituée à partir des restes de la 212e division d'infanterie, a été considérée comme l'une des meilleures par son commandant de corps et a participé à des actions importantes dans les Ardennes, réalisant des percées réussies. Cependant, les faiblesses des divisions de Volksgrenadiers étaient souvent prononcées. Malgré l'intention de les équiper d'armes automatiques en nombre suffisant, les pénuries d'approvisionnement empêchaient toutes les unités de recevoir leur effectif complet de Sturmgewehr 44 et des armes plus anciennes, datant même de la Première Guerre mondiale, comme la mitrailleuse MG 8/15, étaient parfois distribuées. Une faiblesse répandue résidait dans le manque chronique de motorisation. Elles dépendaient fortement des chevaux et des vélos pour leur transport,
ce qui limitait considérablement leur mobilité stratégique et leur capacité de ravitaillement, notamment lors d'opérations offensives ou de replis rapides. De nombreuses divisions nouvellement formées manquaient même d'une formation de base complète, et leurs effectifs tombaient souvent en dessous des effectifs autorisés peu après leur formation en raison d'une attrition rapide. Cette formation limitée et cette composition variée signifiaient que, même si certaines unités pouvaient tenir efficacement leur position dans des rôles défensifs, très peu de divisions de Volksgrenadiers étaient considérées comme capables d'actions offensives soutenues à la fin de 1944. Les services de renseignement alliés les décrivaient souvent comme des troupes de second ordre, de bas de gamme, une perception qui reflétait leurs limites générales malgré des cas de résistance féroce, souvent suicidaires. L'offensive des Ardennes, la dernière campagne offensive allemande. Le 16 décembre 1944, Hitler lance une offensive majeure dans la forêt des Ardennes, en Belgique, à 800 km à l'ouest de la Vistule, en Pologne. Il utilisa l'essentiel de ses forces mécanisées pour chasser les alliés occidentaux d'Europe avant que l'attaque soviétique suivante ne frappe l'Est. La 5e armée Panzer et la 6e armée Panzer SS, appuyées sur les flancs par 2 armées d'infanterie, tentèrent de progresser dans la région et de s'emparer des ponts sur la Meuse, divisant ainsi le front allié. Après des semaines de combats acharnés, l'offensive allemande échoua, stoppée par une combinaison d'habiles manœuvres blindées, de carrefours routiers solidement tenus et, une fois le ciel dégagé, par une puissance aérienne tactique alliée écrasante. S'enfonçant de plus en plus profondément dans les Ardennes pour sécuriser les têtes de pont à l'ouest de la Meuse, la ligne alliée commença à ressembler à un énorme renflement. C'est pourquoi la bataille qui s'ensuivit est connue sous le nom de bataille des Ardennes. Le 23 décembre, le temps s'améliora, permettant aux Alliés de larguer des munitions et d'autres fournitures, telles que de la nourriture, des médicaments et des couvertures, aux troupes assiégées. Depuis les airs, les Alliés bombardèrent les lignes de ravitaillement allemandes, tandis que des P-47 Thunderbolt attaquèrent les Allemands circulant par route. Une équipe de chirurgiens volontaires, amenée par planeurs militaires, transforma un hangar à outils en centre d'opération. Tant bien que mal, les Américains parvinrent à tenir le périmètre, et les Allemands, faute de troupes suffisantes, décidèrent d'attaquer des points isolés à l'ouest, plutôt que d'attaquer simultanément de tous les côtés. Dans un premier temps, les chars réussirent à percer la ligne américaine, mais le cours des choses changea et les Allemands furent vaincus et leurs chars détruits. Malgré leur supériorité numérique, les Américains peinèrent à maintenir leur position grâce à la seule ténacité des Allemands. À la veille de Noël, ces derniers avaient pénétré de 105 km dans les lignes alliées. Le général Montgomery déplaça ses réserves vers le sud pour stopper les Allemands près de la Meuse, tandis que le général Omar Bradley, commandant les forces au sud du coin allemand, envoya des troupes à Bastogne, en Belgique. Avec l'amélioration des conditions météorologiques, 5000 avions alliés bombardèrent les lignes de ravitaillement allemandes. L'avancée allemande fut stoppée avant d'atteindre la Meuse et les ponts de Dinant, Givet et Namur, autrefois tenus par les Britanniques, étaient sur le point d'être pris par les Américains. Ayant progressé plus vite que leur ligne de ravitaillement, les Allemands se trouvèrent confrontés à une situation critique de pénurie de carburant et de munitions. Les officiers allemands comprirent la situation et le général Hasso von Manteuffel recommanda un repli vers le mur occidental et l'arrêt de toute offensive. Comme d'habitude, Hitler rejeta cette demande. La veille de Noël, la 2e division blindée américaine tenta d'isoler les avant-postes de la 2e division Panzer sur la Meuse. Au même moment, le 4e groupe de cavalerie occupait la 9e division Panzer dans la marche. Débordées, ces divisions tentèrent de se libérer à 2 reprises, mais n'y réussirent que partiellement et perdirent une grande partie de leur matériel. Conscients que les Alliés se renforçaient et non s'affaiblissaient, les Allemands comprirent qu'il était impossible de poursuivre l'offensive vers la Meuse.
Les forces de Patton réussirent à briser le siège de Bastogne le 26 décembre. Le froid qui avait caractérisé décembre dans les Ardennes persistait. En raison des températures glaciales de janvier, les camions devaient démarrer leur moteur toutes les demi-heures pour empêcher le pétrole de se solidifier. Mais la nouvelle année apporta un début d'année nettement plus prometteur pour les Alliés, même si les Allemands entamèrent l'année 1945 de manière agressive en lançant 2 nouvelles opérations. L'opération Baseplate débuta le 1er janvier à 9h15 lorsque la Luftwaffe attaqua des aérodromes alliés aux Pays-Bas, endommageant ou détruisant près de 500 avions. Mais la Luftwaffe paya ses efforts par la perte de 277 appareils. Parmi ces pertes, 172 étaient dues au déploiement par les Alliés d'un nombre inhabituellement élevé de canons anti-aériens pour se protéger des attaques allemandes de bombes volantes, V1 et de missiles. Les tirs amis des canons anti-aériens allemands, non alertés de l'attaque aérienne, contribuèrent également aux pertes allemandes. Sur un aérodrome, les Allemands perdirent 40 de leurs appareils, mais n'endommagèrent que 4 avions américains. Les Allemands ne pouvaient guère se permettre de telles pertes, et ils rendirent la Luftwaffe inefficace pendant les mois restants de la guerre. La deuxième attaque, lancée par le groupe d'armée G et le groupe d'armée du Haut-Rhin, visait la ligne de 112 km de la 7e armée américaine. En raison de la faible présence de troupes due à l'ordre donné par Eisenhower à la 7e armée de renforcer les forces américaines dans les Ardennes, la perte de troupes, de ravitaillement et d'équipement affaiblit l'unité. L'opération Northwind, qui ciblait délibérément la ligne, serait la dernière offensive allemande majeure sur le front occidental. Le commandant suprême Eisenhower souhaitait que le général Montgomery lance la contre-offensive le 1er janvier, afin de contrer l'avancée de la 3e armée de Patton et d'isoler la plupart des attaquants allemands, les piégeant dans une poche. Il neigeait. Montgomery ne voulait pas risquer ses troupes d'infanterie mal préparées dans une zone stratégiquement sans importance pendant une tempête de neige et n'attaqua que le 3 janvier. À ce moment-là, plusieurs Allemands avaient réussi à se désengager. Cependant, ce faisant, ils perdirent la majeure partie de leur équipement lourd. Au début de l'offensive, les 1e et 3e armées américaines étaient séparées d'environ 40 km. Le 2 janvier, les chars allemands parvinrent à détruire 15 chars Sherman américains. La plupart des forces allemandes réussirent à se replier et à s'échapper. Cependant, une fois de plus, elles ne purent emporter leur matériel, cette fois par manque de carburant. Le 7 janvier 1945, Hitler accepta finalement de retirer toutes ses forces des Ardennes, y compris les divisions SS Panzer, mettant ainsi fin à toutes les opérations offensives. Pour éviter que les forces envoyées sur le front allié ne soient isolées, les Allemands n'eurent d'autre choix que de se retirer entre le 8 et le 16 janvier 1945. Cette opération causa des dégâts considérables, mais affaiblit également les forces allemandes, les empêchant d'opposer une résistance soutenue. Les 1e, 3e et 7e armées allemandes durent être hospitalisées avec 17 000 soldats à cause du froid. Le 25 janvier marqua la fin de la dernière grande offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. Combattre pour la Hongrie, le siège soviétique de Budapest. Au départ, les opérations soviétiques en Hongrie n'étaient qu'une diversion destinée à détourner les forces allemandes de Pologne. Mais avec le temps, lorsque l'armée rouge comprit qu'elle pouvait effectivement prendre Budapest et face à la résistance acharnée de la Wehrmacht, l'opération changea radicalement. Fin décembre 1944, le 2e front ukrainien du maréchal Rodion Malinowski et le 3e front ukrainien du maréchal Fyodor Tolboukin reprirent leur offensive, pénétrant les redoutables défenses allemandes de Margaret, situées entre le lac Balaton et la périphérie sud de la capitale, et encerclant 3 divisions SS, la 13e division Panzer et de nombreuses unités hongroises dans la ville même. La prise de la ville ne fut pas une mince affaire, et les premières attaques soviétiques sur Budapest démontrèrent clairement que sa prise exigerait beaucoup de temps et d'efforts. À cette fin,
Malinowski créa un nouveau groupe composé de 3 corps de fusiliers de la 46e armée pour réduire Buda, tout en ordonnant au 18e corps de fusiliers de la garde, au 7e corps roumain et au 30e corps de fusiliers de la 7e armée de la garde de prendre Pest. Cette organisation peu structurée, sous un double commandement militaire, ne progressa guère dans les derniers jours de décembre. Ces unités ne comptaient pas beaucoup de vétérans des combats urbains de Stalingrad et les Allemands organisèrent remarquablement la défense. De plus, le déploiement de forces importantes pour réduire les défenses allemandes dans la ville affaiblit la ligne d'encerclement extérieur soviétique à 40 km à l'ouest de Buda et permit aux Allemands d'organiser une opération de secours pour leur garnison assiégée. Le jour de Noël, Hitler réagit à la menace venue du sud et tenta de saisir l'occasion de se relever en ordonnant le redéploiement de son 4e corps Panzer SS du nord de Varsovie vers la Hongrie. C'était précisément ce que recherchèrent les Soviétiques. 2 divisions Panzer SS entièrement équipées, surnommées Totenkopf et Viking, débarquant au nord-ouest de Budapest. Les Allemands lancèrent une attaque surprise le jour du Nouvel An, frappant la 4e armée de la garde de Tolbukhin sur son flanc ouest vulnérable, juste au sud du Danube. Cette attaque brutale, qui faillit anéantir le 18e corps blindé soviétique, s'arrêta finalement à seulement 20 km à l'ouest de Budapest, bloqué par les réserves redéployées des 46e et 4e armées de la garde. Le 6 janvier, une contre-attaque de la 6e armée de la garde et de la 7e armée de la garde du colonel-général Andrei Kravchenko fut lancée au nord du Danube pour tenter d'encercler les attaquants, mais ne progressa guère. Une seconde attaque allemande fut lancée par le 3e corps blindé au nord de Székesfehérvár le 7 janvier, conçue pour exploiter le succès du 4e corps blindé SS au nord. Elle fut stoppée par les forces de la 4e armée de la garde soviétique avec des gains limités. Cet assaut démontra cependant que les défenses soviétiques au sud-ouest de Budapest étaient relativement faibles et pouvaient peut-être être débordées par une force allemande plus importante. La nouvelle fut accueillie favorablement par Hitler à son quartier général qui décida qu'il était temps d'attaquer les soviétiques avec tout ce dont il disposait près de Budapest. Corps blindé SS se redéploya dans la région de Székesfehérvár et lança une nouvelle attaque vers l'est en collaboration avec le 3e corps blindé le 18 janvier. Cette attaque fut d'abord couronnée de succès, mais le maréchal Malinowski parvint à positionner soigneusement ses unités afin d'absorber progressivement l'impact de l'attaque allemande. Après une ultime tentative allemande de percer la ville, les forces allemandes commencèrent à se replier sur leurs positions initiales le 27 janvier. Malgré tous leurs efforts, briser le siège de Budapest s'avéra extrêmement difficile. Pendant ce temps, les troupes soviétiques continuaient d'avancer lentement vers la ville de Pest. Le 10 janvier, le haut commandement soviétique exhorta Malinowski à établir un contrôle plus centralisé sur les 3 corps impliqués. Le lendemain, Malinowski nomma officiellement le général de division Ivan Mikhailovitch Afonin, commandant du 18e corps de fusiliers de la garde à la tête du groupe opérationnel de Budapest. Afonin lança une attaque pour couper Pest en 2, atteignant le Danube le 14 janvier. Dans un univers de neige et de brouillard, les escadrons d'assaut soviétiques et les défenseurs allemands livrèrent une bataille meurtrière, bloc par bloc. Alors que les défenseurs manquaient de carburant et de munitions, leurs chars et autres armes lourdes se turent peu à peu. Le 12 janvier, les Soviétiques s'emparèrent de l'hippodrome qui avait servi de dernière piste d'atterrissage d'urgence aux avions ravitailleurs Ju-52. Le 17 janvier, les derniers défenseurs allemands se retirèrent vers le fleuve pour découvrir que les Soviétiques avaient utilisé les ponceaux pour atteindre la rive. Au moins, la moitié du 9e corps de montagne SS manquait à l'appel. Le 18 janvier, plus de 36 000 Allemands avaient péri et 63 000 s'étaient rendus. Les souffrances des derniers défenseurs allemands se poursuivraient à l'ouest du fleuve, à Buda.
Les deux camps continuèrent de subir de lourdes pertes et l'on prétend que la bataille de Budapest fut d'une férocité comparable à celle de Stalingrad. Les combats firent rage jusqu'au 12 février, date à laquelle environ la moitié de la garnison allemande restante, forte de 26 000 hommes, tenta de percer. Au terme de combats sanglants et acharnés, la force fut anéantie et Buda tomba le lendemain. Cependant, la perte de la ville ne mit pas fin à l'obsession d'Hitler pour les opérations en Hongrie, au détriment des opérations ailleurs. Les combats pour la capitale hongroise se soldèrent par une défaite cuisante pour Hitler et sa Wehrmacht, mais surtout, les combats germano-soviétiques en Hongrie de décembre 1944 à janvier 1945 jouèrent un rôle stratégique crucial en maintenant l'attention d'Hitler sur le sud plutôt que sur l'est. Tel était l'objectif initial des soviétiques, contraindre Hitler à détourner ses troupes, ses chars et son effort de guerre de la Pologne vers la Hongrie. Opération Réveil du printemps, une tentative désespérée pour arrêter l'armée rouge. La seconde moitié de 1944 fut une succession de désastres pour Hitler sur le front de l'Est. La plupart de ses alliés d'Europe de l'Est avaient été débordés par les soviétiques ou avaient changé de camp et se battaient désormais contre lui. Déterminé à renverser la situation désastreuse à l'Est, Hitler choisit ses divisions Waffen-SS pour mener ce qui serait la dernière offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les conditions météorologiques et les attentes démesurées d'Hitler se conjuguèrent pour transformer l'attaque en une défaite cuisante. L'opération Réveil du printemps tire son nom des espoirs d'Hitler pour le reste de l'année 1945. Une fois l'hiver terminé, la Wehrmacht regagnerait du terrain et le monde prendrait enfin conscience de la puissance de l'armée allemande. Cependant, elle impliquait la perte de précieux hommes et de territoires. Elle se déroula en Hongrie occidentale, sur le front de l'Est, du 6 au 15 mars 1945. L'objectif était de sécuriser les dernières réserves importantes de pétrole encore disponibles pour les puissances européennes de l'Axe et d'empêcher l'armée rouge d'avancer vers Vienne. Finalement, les Allemands échouèrent sur ces deux objectifs. L'opération, initialement prévue pour le 5 mars, débuta après le transfert secret d'unités allemandes vers la région du lac Balaton, en Autriche. De nombreuses unités allemandes y participèrent, dont la 6e armée Panzer et ses divisions Waffen-SS, après leur retrait de l'offensive ratée des Ardennes sur le front occidental. Le 26 décembre, le 4e corps Panzer SS, elle fut détournée de ses positions autour de Varsovie pour tenter de percer les positions soviétiques autour du nord de Budapest et de relancer la ville assiégée. L'attaque fut un échec cuisant et la contre-attaque de l'armée rouge força les Allemands à la défensive. La garnison allemande de la capitale résista à toutes les tentatives soviétiques de les chasser de la ville, mais la fin était inévitable. Le 11 février 1945, une percée depuis la capitale hongroise fut autorisée. La garnison de la ville, forte de quelques 70 000 hommes, se divisa en 3 groupes d'assaut pour tenter une avancée vers l'ouest. Les soviétiques anticipèrent l'attaque et ouvrirent le feu avec toute leur artillerie et leurs lance-roquettes sur les forces qui tentaient de s'échapper. Les unités allemandes et hongroises, durement touchées, furent alors balayées par l'armée rouge. Des 70 000 hommes qui tentèrent de s'échapper de la ville, seuls 790 atteignirent les lignes allemandes. 9 divisions allemandes entières avaient disparu. Ce fut un véritable massacre. Après la prise de Budapest, un nombre considérable de divisions soviétiques furent libérées pour participer à une nouvelle offensive visant à s'emparer des champs pétroliers allemands de Nagy-Kanizsa. C'était désormais l'une des rares sources de carburant restantes pour le Troisième Reich d'Hitler en plein déclin, et sa perte serait catastrophique. Seulement 80 kilomètres séparaient les soviétiques de ces champs pétroliers vitaux, et Hitler décida que seule une nouvelle offensive puissante pourrait les repousser au-delà du Danube, stabiliser la situation en Hongrie et défendre les abords de Vienne. Hitler décida que seule une nouvelle offensive puissante pourrait repousser les soviétiques. C'était sa seule chance.
C'est alors qu'il baptisa cette nouvelle opération le réveil du printemps. Il décida de confier l'opération à ses meilleures divisions restantes et ordonna donc le retrait de la 6e armée Panzer SS du front des Ardennes pour un transfert immédiat vers l'Est. L'opération, sur l'insistance d'Hitler, se déroulerait dans le plus grand secret. Tous les insignes d'identification seraient retirés des uniformes et des véhicules. Toutes les unités se verraient attribuer de faux noms et les quartiers généraux des corps ne seraient pas opérationnels tant que leur division ne serait pas en place. Ces mesures se révélèrent absurdes. Par exemple, le commandant de la 6e armée Panzer SS, le général de groupe SS Sepp, Dietrich ne fut autorisé à pénétrer dans la zone d'opération que juste avant le lancement de l'offensive, de peur que des espions soviétiques ne détectent sa présence. Le plan d'Hitler prévoyait une attaque combinée des groupes d'armées sud et sud-est. Le groupe d'armées sud du général Wöhler, composé de la 6e armée blindée SS, de la 6e armée, de la 8e armée et de la 3e armée hongroise, attaquerait au sud entre les lacs Balaton et Velence, tandis que le groupe d'armées sud-est, avec la 2e armée blindée, attaquerait depuis l'ouest des lignes soviétiques. On s'attendait ainsi à ce que le 3e front ukrainien du maréchal Tolboukhin soit écrasé. Les Allemands avaient de bonnes raisons de s'attendre à ce que le sol de cette région soit complètement gelé début mars. Cependant, le dégel printanier était arrivé beaucoup plus tôt que d'habitude, et le sol, habituellement dur comme du fer, s'était transformé en un marécage meuble et marécageux. Dans cette mer de boue collante, les chars lourds de Dietrich s'enfonceraient jusqu'aux essieux, et même, dans certains cas extrêmes, jusqu'aux tourelles. Le 6 mars, jour de l'ouverture de l'offensive, la neige commença à tomber, aggravant encore les conditions du terrain déjà déplorables. Pour préserver l'effet de surprise et ignorant que les Soviétiques étaient au courant de l'attaque imminente, certains grenadiers de la Waffen-SS s'étaient lancés jusqu'à 18 km de leur point de départ, afin que le bruit de leurs camions n'alerte pas l'ennemi de leur présence. Lorsque les soldats SS atteignirent le point de départ, ils étaient déjà trempés, gelés et épuisés. Nombre d'entre eux ne parvinrent pas à regagner la ligne de départ à temps. Ce fut un désastre, car, faute d'une puissante attaque d'infanterie immédiate après le barrage d'artillerie allemand, les Soviétiques eurent largement le temps de se rétablir. Dans plusieurs cas, le soutien blindé des troupes de la Waffen-SS était si désespérément enlisé dans l'arrière-garde allemande que l'infanterie fut contrainte de lancer ses attaques sans lui, subissant d'énormes pertes. Malgré leurs difficultés, les troupes de la Waffen-SS se lancèrent dans la bataille avec leur ardeur habituelle. Mais ces divisions n'étaient plus les puissantes formations de 2 ans plus tôt. L'usure au combat leur avait coûté nombre de leurs meilleurs éléments, et la qualité des remplaçants qu'elles recevaient était sans commune mesure avec celle de leurs pertes. Cependant, même les remplaçants les plus inexpérimentés et les moins entraînés connaissaient la réputation au combat des divisions dans lesquelles ils servaient désormais et donnèrent tout ce qu'ils avaient dans la bataille inégale qui s'ensuivit. Malheureusement, un tel enthousiasme se révéla peu efficace face aux unités bien équipées et hautement professionnelles de l'armée rouge. Les Soviétiques lancèrent des contre-attaques presque immédiatement. Les pertes allemandes subies en les repoussant avec succès les rendirent trop faibles pour poursuivre leur progression comme prévu. Cependant, le 11 mars, la ville de Simontornia, près du lac Balaton, était prise et une tête de pont établie sur le canal de Scio, l'un des objectifs initiaux du 1er corps Panzer SS. Cependant, les unités allemandes ressentaient déjà les effets de la pénurie de carburant et de munitions et avaient subi des pertes dévastatrices en hommes et en chars. Si les Allemands avaient maintenu leur élan, leur progression était désormais considérablement ralentie par l'intensification de la résistance soviétique. À la mi-mars, la 6e armée Panzer SS ne disposait plus que d'environ 200 chars et canons automoteurs opérationnels, ce qui poussa le général Dietrich à demander, sans succès, l'arrêt de l'offensive. L'opération se solda par une défaite catastrophique pour l'Allemagne, avec la prise de Vienne par l'armée rouge. La ville tomba le 13 avril. Tragédie de Demmin.
En avril 1945, la Wehrmacht subissait des pertes sur pratiquement tous les fronts. Face à l'avancée rapide de l'armée soviétique en territoire allemand, Hitler décida de diffuser un message à la population par l'intermédiaire de son ministre de la propagande, Joseph Goebbels. Le message était clair: résister jusqu'au dernier souffle, ne pas fuir, ne pas céder et ne pas se rendre. Tous les Allemands doivent arrêter l'armée rouge dans leur ville, sous peine de mourir en essayant. Cet ordre direct du Führer eut des conséquences tragiques pour la population civile du Troisième Reich. Certains, fanatiques de la cause nazie, se consacrèrent avec joie à la défense de leur pays contre une armée de soldats soviétiques professionnels. Mais à cette époque, la majorité de la population était déjà consciente des erreurs commises pendant la guerre, et pour elle, le message d'Hitler signifiait se préparer au pire. Dans les derniers jours d'avril 1945, alors que l'avancée inexorable de l'armée rouge se rapprochait dangereusement de villes de Poméranie comme Demmin, un schéma clair d'abandon commença à se dessiner. Les responsables du parti et de l'État, qui avaient exigé une résistance indéfectible de leurs compatriotes allemands, furent parmi les premiers à déserter et à fuir devant l'approche des forces soviétiques. Cet acte de déloyauté fut rapidement imité par les unités de la Wehrmacht stationnées à Demmin et dans ses environs. Bien qu'ayant juré une loyauté indéfectible à Hitler, promettant une chute héroïque plutôt qu'une reddition ou une retraite, ces unités militaires évacuèrent également la ville en toute hâte. Leur départ fut marqué par un acte destructeur qui scella le sort de nombreux soldats. Ils démolirent les ponts enjambant la Pine et ses affluents, le Trebel et le Tollenz. Cette décision eut des conséquences immédiates et désastreuses pour la population restée sur place, car toute possibilité de fuite vers l'ouest était irrévocablement coupée. Les habitants qui n'étaient pas partis plus tôt, ainsi que des centaines de réfugiés, se sont retrouvés pris au piège, confrontés à la perspective effrayante de l'arrivée de l'armée rouge, avec une peur profonde et aucun moyen de s'échapper. Cette peur généralisée au sein de la population prise au piège était profondément ancrée dans la dure réalité de la guerre. Nombre d'entre eux, par divers canaux, avaient pleinement connaissance des atrocités commises par la Wehrmacht et les SS dans les territoires occupés de l'Union soviétique. La connaissance généralisée de ces actions passées nourrissait une crainte terrifiante de représailles sévères. Le 30 avril, le jour même où Hitler se suicida, la tranquillité de Demmin fut bientôt troublée par le grondement lointain de l'artillerie, de plus en plus fort, accompagné du bruit menaçant des chars qui approchaient. À l'approche des forces soviétiques, les habitants et les réfugiés de Demmin cherchèrent désespérément refuge dans les sous-sols, espérant se protéger de la tempête imminente. Dans une tentative désespérée de dissuader les violences, de nombreuses femmes se noircirent le visage avec de la cendre et s'enveloppèrent la tête de bandages déchirés, cherchant à se donner une apparence aussi laide que possible. Certains citoyens courageux, risquant de graves représailles de la part des loyalistes nazis restants, déployèrent des draps et des serviettes blancs à leurs fenêtres, signalant l'intention de la ville de se rendre sans combattre. Avant midi, une avant-garde composée de 2 brigades de chars soviétiques atteignit la périphérie sud de Demmin, mais découvrit que leur route vers Rostock était bloquée par des ponts complètement détruits. Cela les obligea à stopper leur progression rapide. À midi, un nombre considérable de chars et autres véhicules militaires soviétiques s'étaient rassemblés et se repliaient vers le centre historique. Dans l'après-midi, après seulement 2 brefs échanges de tirs, Demmin était entièrement sous le contrôle des troupes soviétiques. Malheureusement, avant même que les soldats ne soient entrés dans la ville, 21 habitants avaient déjà décidé de se suicider. Les maisons en bois et mortier du centre historique de Demmin, entassées les unes sur les autres, ont alimenté les flammes, qui ont brûlé sans contrôle pendant plusieurs jours et ont largement détruit la vieille ville. Cependant, la dévastation causée par l'incendie a été éclipsée par la terreur profonde infligée par les soldats de l'armée rouge, souvent ivres et pilleurs. Des centaines de femmes et de jeunes filles ont été brutalement agressées. Un nombre important d'habitants ont été assassinés et d'innombrables maisons ont été systématiquement pillées.
L'effet cumulé de ces horreurs, conjugué au désespoir d'être pris au piège, a culminé en un suicide collectif d'une ampleur dépassant tout ce que l'on avait observé dans d'autres villes allemandes durant les derniers jours de la guerre. Une panique collective a semblé s'emparer de la population, poussant des familles entières à se suicider. Parmi les victimes figuraient des personnes de tous âges et de toutes couches sociales, nourrissons et jeunes enfants et adolescents, jeunes hommes et jeunes femmes, couples aisés, retraités et personnes âgées. Les origines, les carrières et le statut social des personnes qui se sont suicidées ne présentaient aucune tendance discernable, témoignant du caractère aveugle du désespoir. Outre des centaines de personnes originaires de Demmin et de ses environs, les morts comprenaient des centaines de réfugiés venus de régions comme la Poméranie, la Prusse orientale et la Prusse occidentale. Les méthodes employées par ceux qui décidèrent de mettre fin à leur jour variaient, reflétant le désespoir des circonstances. Certains ingérèrent du poison, tandis que d'autres utilisèrent des armes à feu pour se tirer une balle dans la tête. On rapporta des cas de personnes s'ouvrant les veines ou se pendant. Cependant, la méthode la plus courante, surtout chez les femmes et les enfants, était la noyade. Les femmes remplissaient leur sac à dos de pierre, attachaient les mains de leurs enfants aux leurs et pataugeaient dans les eaux de la Pine et de ses affluents. Pendant des semaines, des corps continuèrent d'apparaître dans les rivières, triste témoignage de la tragédie. Les estimations du nombre exact de suicides à Demmin divergent. Un registre improvisé compila les noms de 612 personnes, dont 400 furent enregistrées comme suicidées. En novembre 1945, le Conseil régional de la région de Demmin estimait le nombre de morts dus à ces auto-éliminations collectives entre 700 et 1000. Ce n'est qu'un exemple de ce qui est arrivé à une ville allemande lorsque la Wehrmacht a refusé de remplir son devoir de protection des civils. Après Budapest, Berlin et Vienne, la chute de Prague. La chute de Berlin début mai ne mit pas fin au combat. La victoire étant en vue, Staline et son haut commandement craignaient plus que jamais d'être trompés par les alliés occidentaux. À cette époque, et longtemps après, les Soviétiques prirent au sérieux l'offre allemande de capituler devant l'Ouest, tout en poursuivant les combats à l'Est. Bien sûr, Eisenhower insista sur une reddition totale sur tous les fronts, mais les dirigeants soviétiques ne purent surmonter leur peur d'être trahis ou, à tout le moins, d'être privés de leur victoire durement acquise. Ainsi, lorsque le général américain Omar Bradley proposa son aide pour l'occupation de la Tchécoslovaquie, Staline répondit par un nouvel ordre d'accélérer l'avancée. Le 1er mai, le haut commandement soviétique ordonna au premier front biélorusse de relever tous les éléments du premier front ukrainien engagé dans le nettoyage de Berlin, afin que le général Konev puisse se diriger vers le sud-ouest et avancer sur Prague. Le vieil ennemi soviétique, le groupe d'armées allemands Centre, qui planait depuis plus de 2 ans aux alentours de Moscou, allait devenir le nouvel objectif ultime des Soviétiques. En mai 1945, les plus de 600 000 hommes de ce groupe d'armées, désormais sous le commandement du maréchal Ferdinand Schörner, attendaient une destruction inévitable en Tchécoslovaquie, l'un des premiers pays envahis par Hitler. Alors que le Reichstag était toujours attaqué, entre le 1er et le 6 mai, les forces soviétiques se regroupèrent en Tchécoslovaquie pour lancer une offensive d'ampleur écrasante contre les forces de Schörner. Cette attaque fut menée en collaboration, voire en concurrence, avec la 3e armée américaine du général George S. Patton, qui se préparait à pénétrer en Tchécoslovaquie depuis la Bavière. Les forces combinées de plus de 2 millions de soldats soviétiques et polonais prévoyaient d'utiliser des forces de chars lourds, dont 3 armées de chars et un groupe de cavalerie mécanisée pour mener une avancée directe et rapide sur la capitale tchèque, Prague. Le plan, approuvé à la hâte par le général Konev, prévoyait une attaque à l'ouest de Dresde, pénétrant par l'école de l'Erzgebirge dans le sud-est de l'Allemagne et soutenant les divisions déjà stationnées dans la région pour une conquête rapide de Prague. Les forces polonaises et soviétiques lanceraient une attaque de soutien. Simultanément, des offensives similaires, menées par des forces blindées,
serait lancé sur un large arc englobant les frontières est et sud de la Tchécoslovaquie. L'avancée devait commencer le 7 mai, mais le 5 mai à midi, la population de Prague se souleva et demanda par radio l'aide des Alliés. Ce bref engagement avec les forces d'occupation allemandes coûta aux Tchèques au moins 3000 morts et 10 000 blessés. Staline accéléra à nouveau l'attaque et ordonna qu'elle débute dans l'après-midi du 6 mai. Poussé par les exigences de rapidité de Staline et profitant des replis allemands locaux, Koniev attaqua par le nord le 6 mai. Il lança son attaque principale depuis la région de Riesa avec 3 armées interarmes et 2 armées de chars de la garde. Le lendemain, il lança 2 attaques secondaires avec des forces légèrement plus réduites plus à l'est. Le deuxième front ukrainien attaqua au nord de Brno, en direction d'Olomouc et de Prague, avec 4 armées interarmes. En 2 jours, les forces de Koniev occupèrent Dresde, Bautzen et Görlitz face à la résistance allemande déclinante. Le 4e front ukrainien prit la ville d'Olomouc. Le lendemain, il rejoignit les forces du 2e front ukrainien pour une offensive conjointe sur Prague. Afin d'accélérer sa progression, dans la nuit du 8 au 9 mai, Koniev ordonna à 2 armées de chars de se ruer sur Prague. À l'aube, les 2 armées de chars, menées par des détachements avancés spécialement entraînés, entamèrent une course de 80 km, rejoignant dans la ville les éléments avancés mobiles des 2e et 4e fronts ukrainiens, parmi lesquels figuraient les forces tchèques de la 1re brigade de chars séparée tchèque. Au cours des 2 jours suivants, les forces soviétiques liquidèrent ou acceptèrent la reddition des plus de 600 000 soldats allemands restants. Le 11 mai, les éléments avancés de la 4e armée de chars rejoignirent les forces de la 3e armée américaine à l'est de Pilsen, mettant ainsi fin aux principales opérations de l'armée rouge sur le terrain. Début mai, Hitler étant mort et le Troisième Reich en ruine, les chefs militaires allemands survivants étaient plus que disposés à se plier aux exigences alliées d'une capitulation générale et inconditionnelle. La menace d'Eisenhower de rompre les négociations et de fermer le front aux réfugiés, les livrant ainsi aux soviétiques, fut l'argument décisif. Cependant, le représentant soviétique au quartier général d'Eisenhower, le général I.A. Susloparov, n'avait reçu aucune instruction de ce genre. Lorsque son homologue à Moscou, le général de division John Dean, s'enquit de la date de l'annonce de la capitulation, les officiers soviétiques soupçonnèrent à nouveau leurs alliés de vouloir s'attribuer tout le mérite. Pendant ce temps, à Reims, la cérémonie de capitulation était prévue pour le 7 mai au petit matin, et Susloparov n'avait toujours aucune instruction. Craignant de signer sans ordre, il craignait encore plus que l'Union soviétique ne soit exclue de la capitulation. Finalement, Susloparov trouva la force de signer le document de capitulation, mais il fit une déclaration qui permettrait à Moscou de renégocier ultérieurement, si nécessaire. Peu de temps après avoir signé, il reçut un télégramme frénétique du haut commandement soviétique lui ordonnant « Ne signez aucun document ». Dans quelle mesure l'armée rouge était-elle plus forte que la Wehrmacht ? Si la plupart des historiens ont reconnu l'ampleur des sacrifices et des exploits soviétiques, des stéréotypes persistent quant à la manière dont la Wehrmacht et l'armée rouge se battaient, notamment durant les dernières phases de la guerre. Si l'armée rouge n'a jamais copié servilement les Allemands et a même suivi leur propre tradition d'organisation, de tactique et de commandement, elle a néanmoins appris de son adversaire plus habile. Pendant la guerre, l'armée rouge s'est appuyée sur sa riche base théorique et a mis en œuvre ce que les théoriciens avaient prescrit, mais n'avait pas réussi à réaliser dans les années 30. La nécessité imposait cet apprentissage et le coût était élevé. À mesure que la guerre s'éternisait, l'armée allemande a commencé à imiter les tactiques de l'armée rouge, tandis que celle-ci se rapprochait de l'essence même de la Blitzkrieg originelle, qu'elle appelait opération en profondeur. En 1941, l'armée allemande s'enorgueillissait de ses tactiques de commandement de mission qui reposaient sur la compréhension par tous les chefs des tactiques générales de leur Führer, leur permettant ainsi de prendre des décisions de manière flexible et décentralisée. En théorie,
cela laissait une large marge d'initiative individuelle. Les unités de l'armée allemande, en particulier les forces blindées, étaient déjà réputées pour leur capacité à se réorganiser en fonction des besoins de la situation, à contourner les poches de résistance ennemie et à poursuivre l'offensive en profondeur dans les arrières ennemies. Malgré la croyance répandue dans les idées racistes nazies, les commandants allemands, ou du moins les officiers supérieurs, se considéraient comme des subordonnés de confiance de l'État et ne partageaient pas nécessairement le parti nazi et son idéologie. Si la Wehrmacht avait une limite en 1941 et 1942, c'était sur le plan logistique. L'ampleur de la campagne de Russie, lancée en juin 1941, dépassa probablement d'emblée les capacités allemandes, et nombre des premières offensives allemandes furent stoppées par le manque de ravitaillement plutôt que par la résistance soviétique. À l'inverse, l'armée rouge, à la même époque, était le produit du modèle stalinien de gestion de l'État. Ses troupes manquaient d'entraînement et d'équipement, ne suivaient ni tradition ni concepts opérationnels et tactiques cohérents, et nombre de commandants hérités de l'armée tsariste avaient été purgés. L'invasion allemande a surpris l'armée rouge en pleine transition, dépourvue d'organisation cohérente et d'armes efficaces. Les commandants avaient tendance à ignorer le terrain et la situation ennemie, déployant leurs forces uniformément sur le front et ne parvenant pas à assurer la plus élémentaire coordination entre l'infanterie et l'artillerie. Les officiers politiques les plus peu scrupuleux remettaient en question les chefs tactiques et les échecs étaient punis d'exécutions sommaires. Staline, abasourdi par le désastre de 1941, se méfiait même de ses rares généraux compétents et tentait de gérer la guerre lui-même. Parfois, comme lors de la défense de Moscou, Leningrad et Stalingrad, son obstination constituait un atout. À d'autres moments, cependant, ses exigences de contre-attaque aux frontières, de défense de Kiev en 1941 ou de reprise de l'offensive en mai 1942 reposaient sur une incompréhension totale de la situation militaire. Même lorsque les forces soviétiques remportèrent des victoires limitées lors des offensives d'hiver de 1941 et 1942, Staline se montra trop ambitieux, cherchant à remporter la guerre par une avancée massive plutôt que par une série d'offensives prudentes. À partir de la fin de 1942, la Wehrmacht commença à perdre nombre de ses atouts distinctifs et à acquérir certaines des faiblesses de son adversaire. Les pertes continues ont entraîné un déclin général de l'entraînement allemand et, par conséquent, de leurs compétences tactiques. L'équipement s'est usé et l'économie allemande ne pouvait plus fournir d'armes de qualité en quantité suffisante pour maintenir l'avantage technologique antérieur. En termes de leadership, Adolf Hitler a commencé à ressembler au Staline de 1941. Après avoir à juste titre interdit les replis lors de la première offensive soviétique d'hiver, Hitler est intervenu de plus en plus dans les opérations, tant offensives que défensives. Bien que cette ingérence ait été exagérée dans les documentaires et les livres, il est vrai que les forces allemandes ont progressivement perdu la flexibilité et l'initiative subordonnée qui avaient fait leur succès. Certains commandants brillants étaient autorisés à prendre leurs propres décisions, même en 1945. Mais en cas d'échec, ils étaient rapidement remplacés par des hommes trop timides pour demander l'autorisation de manœuvrer. Les Führungsoffizier, l'équivalent nazi des commissaires politiques, ont commencé à apparaître dans les quartiers généraux allemands et les commandants qui subissaient une défaite, quelle qu'en soit la raison, avaient de la chance de survivre. Les purges sont devenues plus courantes dans la Wehrmacht allemande. Dans ces circonstances, la motivation première du soldat allemand est devenue la simple survie. Sur le plan tactique, seuls les nazis les plus fanatiques croyaient à la victoire finale. Mais tous les Allemands craignaient de se rendre face à un ennemi apparemment inhumain. L'armée rouge, dans le même temps, développa des dirigeants, des organisations, des armes et des tactiques efficaces, renouant ainsi avec ses conceptions de la guerre d'avant-guerre. Durant la seconde période de la guerre, de fin 1942 à 1943,
L'Armée rouge devint une force capable non seulement de stopper la légendaire offensive de la Blitzkrieg, mais aussi de mener ses propres offensives par tous les temps et sur tous les terrains. Les récits allemands sur la présence écrasante des forces soviétiques témoignent en réalité de la capacité des soviétiques à tromper leurs adversaires et à concentrer toutes leurs forces disponibles sur un front étroit et à un endroit imprévisible. L'Armée rouge parvint ainsi à décimer la Wehrmacht, établissant ainsi la supériorité numérique globale qui caractérisa les 2 dernières années de la guerre. Cependant, même à cette époque, les effectifs soviétiques n'étaient pas inépuisables, et les commandants soviétiques s'efforcèrent de plus en plus d'éviter les attaques frontales coûteuses autant que possible. Bien sûr, les commandants de l'Armée rouge continuèrent de commettre des erreurs coûteuses jusqu'à la bataille de Berlin, mais le corps des officiers devint de plus en plus compétent et fiable. L'idéologie communiste fut largement supplantée par le patriotisme et les exigences quotidiennes du combat. Les officiers politiques se limitaient aux questions de morale et de propagande, et même Staline commença à s'appuyer sur ses subordonnés comme experts professionnels. Le tout-puissant haut commandement soviétique centralisé céda la place à des quartiers généraux de front séparés ou multifronts et, finalement, à une autorité décentralisée tout au long de la chaîne de commandement. Il est vrai que lors des dernières campagnes de 1945, Staline revendiquait le poste de général commandant en campagne afin de préserver son statut politique. Cependant, même cette action représentait un vote de confiance envers ses officiers. Hormis les décisions politiques, stratégiques et opérationnelles clés, Staline pouvait, et il le fit, laisser l'organisation de ses campagnes et opérations aux commandants de front et à leurs états-majors. Il avait suffisamment confiance en l'Armée rouge pour lui permettre de conclure la guerre, sachant que son propre prestige ne serait que renforcé par l'extraordinaire compétence de ses subordonnés. Ces subordonnés avaient développé leurs propres procédures et techniques pour mener une guerre mécanisée à grande échelle, qui ont efficacement vaincu la Wehrmacht à Vienne, Prague et dans les Ardennes. En 1944, l'offensive soviétique typique était précédée d'une planification minutieuse et de mesures de déception visant à concentrer les forces au point de percer désigné. L'attaque commença par une vague de bataillons de reconnaissance qui infiltrèrent les défenses allemandes et s'emparèrent de positions clés, rendant ainsi les positions allemandes restantes intenables. Cette infiltration fut accompagnée ou suivie d'offensives aériennes et d'artillerie massive et soigneusement orchestrée. Alors que les tourbillons de tirs d'artillerie se déplaçaient du front vers l'arrière allemand, l'infanterie, les blindés lourds et le génie lancèrent l'assaut conventionnel pour éliminer les dernières poches de résistance allemande. Dès que possible, le haut commandement soviétique déploya ses forces mobiles dans les brèches ainsi créées. Bien que les armées de chars et les corps mobiles indépendants fussent de vastes formations commandées par des généraux expérimentés, une grande partie de leur succès tactique dépendait du travail des capitaines subalternes et des majors qui commandaient les détachements avancés. Ces groupes interarmes, très mobiles, de 800 à 2000 hommes, évitaient autant que possible les batailles rangées, contournant les défenseurs allemands pour établir de larges encerclements et s'emparer de têtes de pont en vue de l'offensive suivante. Les forces de fusiliers qui suivaient, appuyées par l'armée de l'air rouge de plus en plus puissante, réduisirent ensuite les encerclements allemands, tandis que les forces mobiles poursuivaient leur exploitation. Tout au long de ces offensives, les services arrières accomplirent des prodigieux exploits d'improvisation pour assurer le ravitaillement des pointes de front, même à 400 km derrière les lignes ennemies. Comme lors des offensives allemandes de 1941 et 1942, les attaques soviétiques ultérieures furent souvent ralenties par des contraintes logistiques excessives plutôt que par l'action ennemie. Ainsi, en juin 1941, lorsque l'opération Barbarossa débuta, la force irrésistible, universellement reconnue, de la Wehrmacht commença à s'affaiblir face à l'Armée rouge, apparemment inébranlable. Au terme de 4 années de combat, qui ont mobilisé d'immenses ressources et une énergie considérable, l'Armée rouge a survécu et a triomphé.
Au terme d'une lutte, dont Staline a comparé plus tard les effets à ceux d'une guerre atomique, la force irrésistible de la Wehrmacht a été complètement anéantie en mai 1945.